Bonjour à tous ou rebonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Donc moi je suis le docteur Frémery, je vais vous présenter le travail du docteur Raphaël Blanc qui malheureusement au vu des changements de date n'a pas pu réaliser cette présentation. Et en fait je vais présenter son travail de DESC de médecine d'urgence qu'il a réalisé fin 2019, donc sur le ressenti des médecins lors de la prise en charge des urgences vitales dans les centres de santé guyanais. Donc ça, c'est au moins la 4e ou 5e fois que vous voyez la carte de la Guyane aujourd'hui, donc je ne vais pas vous la représenter, mais vous connaissez. Donc 3 centres hospitaliers principaux sur le littoral, 17 centres de santé en maillage sur le territoire guyanais, dont la plupart ne sont pas reliés par un axe routier, dont une bonne partie n'est pas médicalisée en continu, et donc qui pose quelques problèmes. On est sur des populations, notamment dans ces centres de santé, où la prise en charge est complexe, le niveau socio-économique est bas. La plupart du temps, le taux de chômage est important et une bonne partie de ces patients sont en situation irrégulière, en mouvement autour de ces zones frontalières, notamment avec les différents camps d'orpaillage. Le multiculturalisme qui existe dans ces zones-là en fait notamment une des principales problématiques dans la prise en charge de ces patients. Les problématiques qui sont levées dans ces centres de santé, ce sont les différentes problématiques de santé, les différentes alternatives diagnostiques qu'il peut y avoir. On a une prise en charge qui relève majoritairement des spécialités d'infectiologie et d'urgence, avec des pathologies parfois même disparues en métropole, comme le déficit en vitamine B1, des pathologies traumatiques à type d'inoculation, comme les envenimations par serpents et scorpions, des épidémies de paludisme certaines années d'arbovirose qui affectent régulièrement ces centres, et ce à quoi s'ajoute depuis quelques années une épidémie de suicide, de tentatives de suicide dans les populations amérindiennes. Et c'est vrai que dans ces conditions, du fait de l'éloignement, les médecins des centres de santé guyanais prennent en charge des urgences vitales jusqu'à l'arrivée du SMUR. Et comme certains d'entre vous le savent dans la salle, en fonction de l'heure de la journée, des conditions météorologiques, des disponibilités des équipes, les soignants des CDBS vont être amenés à prendre en charge 24 heures et même des fois plus que ça des urgences vitales. Donc l'exercice dans ces centres de santé guyanais, l'exercice de la médecine, demande donc une expérience particulière et des compétences particulières. Et pourtant, certains travaux, notamment le travail du docteur Deroux en 2014, avaient profilé les soignants dans ces centres-là, et on retrouvait plutôt une population médicale issue de la médecine générale, très jeune, avec peu de formation complémentaire, et notamment peu de formation à la médecine d'urgence, avec un turnover très important. Donc l'objectif principal de ce travail de Raphaël était de réaliser un état des lieux de la prise en charge des urgences vitales dans les CDPS et de proposer dans ces circonstances des pistes d'amélioration. Donc pour ce faire, Raphaël, donc pour ceux qui ne vous connaissaient pas, le docteur Blanc, au cours de son assistanat aux urgences, avait un temps partagé dans les centres de santé et donc était très impliqué dans cette problématique-là. Il a décidé de mener une étude épidémiologique observationnelle descriptive de type questionnaire-sondage. Il a récupéré la mailing list comportant 310 adresses mail, dont ceux des médecins ayant exercé dans les centres de santé sur la période 2010 à 2017. Il avait calculé que sur cet échantillon, il lui fallait environ 55 réponses pour avoir un intervalle de confiance satisfaisant. Et donc, il a distribué ce questionnaire comportant 21 questions, dont 18 fermées, 8 à choix multiples et 3 ouvertes, sur 3 grandes thématiques: la formation et l'expérience avant l'arrivée en Guyane, l'expérience de la médecine d'urgence en centre de santé et le retour sur expérience globale en centre de santé. Donc ce questionnaire a été distribué à tous ces médecins. Il a obtenu 90 réponses, il a pu en analyser 87 après annulation des doublons et le questionnaire incomplet. Donc sur la population qui a répondu, on a donc principalement, comme on le retrouvait en 2014, une population issue de la médecine générale, 75%, avec peu de formation en médecine d'urgence. Seulement un quart d'entre eux avaient un diplôme de type CAMU ou un correspondant avec un desk
de médecine d'urgence un cours, un DU ou des médecins sapeurs-pompiers. 70% d'entre eux avaient moins de 40 ans et même un quart d'entre eux avaient moins de 30 ans. En revanche, ce qu'on pouvait contrebalancer, c'est que la majorité de ces médecins interrogés qui avaient travaillé en centre de santé, 8 sur 10 avaient déjà travaillé plus de 3 mois en centre de santé. Donc finalement, on a un profil de médecins, un médecin jeune avec peu de formation en médecine d'urgence. Les principales urgences vitales qu'ils ont rencontrées sur la population des 90 médecins interrogés, on voit que finalement c'est du profil de patients de services d'urgence. 40 d'entre eux ont rencontré des comas toxiques, AVC, TC graves. 40 d'entre eux ont dû prendre en charge les polytraumatisés. 40 d'entre eux ont dû gérer des urgences gynécologiques. On retrouve également de façon assez importante des chocs hémorragiques, septiques, anaphylactiques, cardiogéniques, des états de mal épileptiques et des ACR. Donc voilà, il y a quand même une grande diversité de pathologies d'urgence vitale que le médecin de ces DPS doit gérer. Concernant le ressenti, donc on a interrogé les médecins concernant leur ressenti de ces urgences vitales et il apparaît que globalement les médecins se sentent inconfortables face à ces urgences. Dans le graphique dans le diagramme de droite, vous voyez que finalement 70% des médecins, qu'ils soient urgentistes ou non, se sentent inconfortables dans la prise en charge de ces urgences vitales. Alors évidemment, dans la population non urgentiste, c'est même 80% des médecins et plutôt 30% des médecins urgentistes. Donc le médecin, qu'il soit urgentiste ou non, il est isolé, il est inconfortable. On a précisé la question sur un geste qui est plutôt tabou chez le médecin, le geste de l'intubation à laquelle il faut quand même avoir un petit peu d'expérience. Et là, effectivement, entre en exergue la différence entre le médecin urgentiste et le médecin non urgentiste qui qui est capable d'effectuer le geste quand il est formé, l'urgentiste, et où seulement 30% de réussite dans les médecins généralistes. On a également interrogé les médecins concernant leur ressenti par rapport à leur environnement, aux différentes aides auxquelles ils peuvent accéder. Donc il y avait la relation avec le SAMU qui, pour la plupart d'entre eux, a été jugée adaptée. En fonction de ces circonstances et des urgences vitales. Au niveau de l'aide de l'entourage paramédical, il fait l'unanimité. Les médecins trouvent que l'encadrement paramédical en centre de santé est tout à fait adapté. En revanche, les interrogés sont plus modérés sur l'encadrement des sapeurs-pompiers. Il faut quand même poser le biais du fait que l'ensemble des médecins ayant été interrogés ont travaillé dans les divers centres de santé et que beaucoup de centres de santé n'ont pas de sapeurs-pompiers, de casernes de pompiers. Donc effectivement, ça peut probablement expliquer la différence de résultats concernant cet interrogatoire. Ce qui est important et il faut relever dans ces résultats-là, c'est le petit cadre que vous voyez en bas. C'est que plus d'un médecin sur 5 ne retravaillera pas en CDPS à cause de son ressenti de ces urgences vitales. C'est-à-dire que c'est un frein important à la possibilité de garder ces médecins et de les encourager à continuer à travailler dans les centres de santé. Dans le questionnaire, il y avait une partie de perspectives, de potentielles améliorations qui étaient proposées avec différentes alternatives qui étaient en voie d'évolution, qui étaient discutées, qui étaient en travail, et également avec une question ouverte avec des alternatives proposées. Il y a des choses qui existent déjà, les stages de préaffectation, régulation et sauve, qui sont déjà mises en place et pour lesquels les médecins sont favorables. Il y a également d'autres choses qu'on a proposées et qui, je pense, au vu de ces résultats, vont devoir être discutées et sont déjà en cours de travaux. La formation sur mannequin pour les IOT, les intubations, les postes de cathé intra-osseux, des formations au CDPS par les médecins urgentistes. Mes prédécesseurs assistants étaient très impliqués dans ces formations-là, c'est-à-dire que quand ils faisaient leur partenariat, leur assistanat partagé, en centre de santé, ils profitaient de leur temps de travail en CDPS pour former à certains gestes, faire des simulations avec les équipes afin de les sensibiliser à certaines situations d'urgence auxquelles ils sont pas formés. Et il peut être aussi proposé des alternatives de matériel. Donc Raphaël Blanc avait travaillé sur le Combitube, qui est une technique qui permet d'intuber sans avoir vraiment la formation d'intubation et qui est vraiment utilisée chez les anglo-saxons.
anglo-saxon, les fiches réflexes que Dr Blanc également avait commencé à rédiger et qui permettent de, selon des algorithmes type paramedics, type ISPV pompiers, qui permettent de prendre en charge les patients même si on n'a pas vraiment la formation à certaines pathologies, et également avec plus de coûts et avec moins d'enthousiasme, la dotation en échographe plus important qui est quasi absente et même qui est détériorée dans certains centres de santé, qui permet maintenant, qui est une aide au diagnostic importante, le recours aux lunettes de télémédecine, à la télémédecine, à la téléconsultation à distance, et dans un avenir proche, on l'espère, la formation à un DU de médecine isolée qui permettrait de pallier à ce manque de formation des médecins qui sont enthousiastes pour aller travailler dans les centres de santé. Donc en conclusion de ce travail, on se rend compte que la traumatologie et l'urgence vitale, c'est quelque chose de très fréquent dans le quotidien du médecin de centre de santé, que c'est pas qu'on n'est pas dans une médecine isolée de dispensaire seulement de médecine de prévention, mais que l'urgence elle est quotidienne, que ces urgences vitales sont vécues de façon assez difficile par les soignants, notamment du fait du manque de formation, et qu'il existe quand même beaucoup de perspectives d'amélioration face à ces problématiques. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Alexis pour sa présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Là, à droite, pour... J'ai pas vu. Excuse-moi. Bonjour, Louise Mutrici. J'aimerais savoir si le ressenti difficile face aux urgences vitales est majoritairement mal vécu à cause du manque de formation, ou s'il y a aussi le nombre d'intervenants médicaux et paramédicaux dans les CDPS qui intervient. Je m'explique, il y a des CDPS où il y a un médecin, une infirmière, il y a d'autres CDPS où il y a 2 ou 3 médecins et une dizaine d'infirmiers. Du coup, j'aimerais savoir si le fait d'avoir un relais médical et paramédical pour avoir plus d'avis sur place et plus de collègues pour prendre le relais dans des prises en charge urgentes qui peuvent durer 24 heures en attendant l'hélicoptère, par exemple, joue. Si. Alors c'est une très bonne question. Dans ce travail, on n'a pas différencié l'origine des soignants, des médecins en fonction de là où ils ont travaillé. Donc sur nos données, on peut pas extrapoler. En revanche, je pense que il y a des choses qui se balancent dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire que dans les endroits où il n'y a pas de médecins ou peu de médecins, il y a moins de population, donc moins d'urgence vitale. Donc ce qui va être alors je suis peut-être le moins bien placé qu'un médecin de CDPS pour en parler, mais en fait là où il y a le plus d'urgence vitale, c'est là où il y a le plus de médecins, et pourtant c'est pas là qu'ils vivent le moins, c'est pas là que ils se sentent le plus confortables pour gérer ces urgences vitales. Donc non, pas vraiment. En fait, je pense qu'on peut pas vraiment faire d'association entre le fait que les équipes soient plus dotées et plus confortables pour gérer ces urgences, parce qu'en fait, on dote plus des équipes parce qu'il y a plus de population et donc plus d'urgences, plus de médecine. Voilà. Après, ce qu'il aurait été probablement intéressant de faire, c'est d'aller un peu plus loin dans le travail et d'interroger les autres soignants. Les autres soignants médicaux, les sages-femmes et les paramédicaux. On voit dans nos chiffres que les médecins sont très satisfaits de leur entourage paramédical, et pourtant je pense que les infirmiers ont des choses à dire concernant les différentes prises en charge qui peuvent être seules dans certains centres. Je pense à Taluyen, je pense à Saül. Donc je pense que ça peut être intéressant d'aller un peu plus loin dans la recherche.
Oui, je pense que ça peut être intéressant. Enfin, d'expérience, moi, j'ai travaillé en tant qu'infirmière à Saint-Georges et à Camopi. Et c'est à Camopi, du coup, qu'il y a eu le plus de prise en charge d'urgence vitale et de prise en charge grave, parce que c'est certes plus petit avec moins de population, mais du coup, les équipes en place sont plus sollicitées. Donc, c'est vrai que c'est d'expérience, c'est ça. Et en tout cas, en tant qu'infirmière, moi, les prises en charge vitales qui ont été les plus faciles, c'est quand, en effet, il y avait un médecin qui était à l'aise avec au moins la base en termes de prise en charge d'urgence vitale ou grave. Merci beaucoup pour cette question. Une dernière question avant la prochaine présentation. Je suis désolée, je ne pensais pas prendre la dernière question. Je ne sais pas si quelqu'un peut absolument me poser une. Ok. On en a déjà parlé plein de fois. Pauline Cousin, je travaille médecin généraliste en dispensaire. Je pense qu'effectivement, je rejoins un petit peu ce que tu dis, Louise. Effectivement, dans les petits centres, il y a peut-être moins d'urgence vitale, mais le sentiment d'être démuni peut venir d'autant plus qu'on est tout seul. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui serait intéressant de voir, et notamment avec l'éloignement géographique. Quand on est à Patou, avec une route qui relie le centre de santé à un centre hospitalier, c'est pas du tout la même situation que à Maripasoula, Grand-Santi, ou au contraire à Trois-Sceaux, où on est le plus isolé. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui pourrait être intéressant à regarder. Et effectivement, je voulais revoir avec toi. On sait qu'en période Covid, c'est un petit peu compliqué d'avoir des urgentistes qui sont partagés à la fois entre le service des urgences et les centres de santé. Est-ce que tu sais si c'est quelque chose qui est d'actualité, si jamais on arrive à sortir un petit peu de cette situation-là? Alors, je te rejoins tout à fait sur le fait qu'un accès routier est facilitant et permet de lever certaines problématiques de gestion d'urgence vitale dans les centres de santé, ça c'est évident. Concernant le temps partagé pour les médecins urgentistes, c'est quelque chose qui est dans les papiers, c'est quelque chose qui aurait dû continuer après mes prédécesseurs. J'en fais partie de ceux qui voulaient continuer à travailler. Effectivement, la pandémie Covid nous a bloqués d'un point de vue sanitaire. On est en manque de médecins au niveau des urgences et on n'a pas pu se détacher pour assurer ces missions-là. On a espoir qu'à l'horizon 2022, si la pandémie nous le permet, un temps de médecins urgentistes à temps complet en rotation sur les différents centres soit mis en place, c'est-à-dire un de nos médecins détachés en continu par rotation de 2, 3 semaines, 1 mois pour venir former, pour venir assister, pour venir voir le matériel. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est dans les papiers. C'est quelque chose que je suis de près et qui m'intéresse à la suite du travail que Raphaël avait fait. On espère pouvoir mettre ça en place définitivement. D'autres questions? On a un peu de temps encore. Oui, tu as parlé des mesures préventives pour essayer de mieux vivre la situation, des mesures un peu techniques d'échographie, diagnostic pour faire face à la situation. Est-ce qu'il y a des soignants qui ont ressenti le besoin de débriefer de ce genre de situation pour mieux la vivre a posteriori, que ce soit avec leur équipe localement ou bien avec le SAMU ou sous forme de RMM, des choses comme ça? Alors, l'avantage du travail de Raphaël, c'est que c'était un questionnaire avec des questions ouvertes, et effectivement, c'est ressorti dans certains questionnaires où les équipes disaient avoir mieux vécu leurs urgences vitales grâce au fait d'avoir débriefé avec leurs équipes. Donc ils le font et pour avoir travaillé de façon courte mais intense en CDPS, c'est des choses qui sont vraiment très très bien vécues par les soignants, de pouvoir débriefer les prises en charge. Je pense que malheureusement on met pas assez en place des débriefings plus larges avec le SAMU, avec les urgentistes, qui pourraient probablement être bénéfiques à nos relations régionales. Il y a un chiffre qui m'a étonné, alors peut-être que je vais être un peu provocateur. Là, je vois sur les ressentis de la collaboration avec le SAMU, à mon avis, il y a un biais, c'est que c'était
un urgentiste SMURIS qui a fait l'interrogatoire, et probablement que si ça a été fait par un médecin CDPS, ça aurait été vu différemment. Maintenant, je pense que le Covid a beaucoup aidé, mais je sais pas, Pauline me dira pas le contraire. Je sais qu'en ce moment, il y a un ressenti négatif qui va vite falloir essayer de juguler entre les médecins des centres de santé et le SAMU. Il y a clairement un ressenti négatif autour de l'évacuation des patients compliqués. À Grand-Santi, là, ça fait 1 mois et demi ou 2 mois qu'ils sont noyés par le Covid et avec l'impression d'avoir en face un mur. Voilà, il y a tout un tas de choses qui existent, c'est biaisé. À l'inverse, j'ai le souvenir d'avoir géré un arrêt cardiaque dans le service il y a quelques mois et d'avoir eu le SMURiste au téléphone qui m'a tout fait faire en attendant que le SMUR arrive. Je l'ai béni celui-là, ce qui fait que le tout a été bien fait. Mais voilà, je pense que vraiment il va falloir réfléchir. Il y a des décisions très brutales qui sont prises en ce moment pour tout un tas de bonnes raisons et aussi de mauvaises. Mais c'est vrai que tu viens de parler de communication. Je pense qu'effectivement, améliorer la communication entre les médecins des CDPS et le SAMU, en ce moment, c'est quand même très crispé, j'ai l'impression. Bon, il n'y avait pas vraiment de questions dans ce que tu viens de dire, mais je m'attendais à cette remarque plutôt de la part de Pauline, mais voilà, tu la mets dans l'amphi. C'est vrai qu'il y a un biais, il y a un biais du fait que l'interrogatoire est mené par Raphaël, et pourtant tu connais Raphaël et tu sais qu'il a probablement été impartial. J'ai été excessivement étonné effectivement de ses relations à 90-95% favorables avec le SAMU. On sait que dans la vraie vie, en ce moment en tout cas, c'est pas ça. Mais pourtant on est sur une période assez longue, 2010-2017. Il y a un vrai biais de mémorisation sur ça, parce que Raphaël fait son recrutement, fait son enquête en 2018, 2019, et quand on interroge un médecin qui a vécu une urgence vitale 5 ans auparavant, probablement qu'on a effacé les mauvais souvenirs. Voilà, je pense qu'effectivement ces chiffres aujourd'hui ne seraient pas les mêmes si on réinterrogeait les médecins. Et je pense que le problème est aussi personne dépendant. Je pense pas qu'on puisse mettre tous les œufs dans le même panier, et des relations entre on est des médecins mais on est des humains, et les relations peuvent être compliquées aussi face à des personnalités. Et effectivement, je pense que la communication, les briefings, des débriefings permettraient d'améliorer certaines prises en charge, avec beaucoup de problématiques sur des leviers sur lesquels pour le moment on peut pas vraiment agir. Voilà, il y a des questions de matériel sur lesquelles on peut faire quelque chose, mais on parle de radiologie à Maripasoula, ça fait, je pense que ça fait à peu près 10 ans qu'on entend parler. On aimerait mettre des urgentistes dans les CDPS, et je pense que là, je fais un interrogatoire sur les 40 médecins urgentistes dans le service. Je peux avoir aisément 10 ou 15 mains qui se lèvent, et pourtant on peut pas venir parce qu'en fait, on est déjà insuffisant dans nos rangs. Voilà, donc il y a des leviers sur lesquels on a envie d'agir, mais où on n'est pas acteur, et ça nous freine quand même pas mal. Une question de monsieur. Oui, peut-être une remarque de méthode. J'ai bien compris que c'était du rétrospectif et c'était, comme tu l'as dit à l'instant, soumis à un biais de mémorisation. Et dans la conclusion était évoqué le fort nombre d'urgences. En fait, on n'a pas exactement le nombre en fonction d'un critère de temps donné. Et je pense qu'il serait intéressant de l'avoir. Vous l'avez peut-être au SAMU du reste, en sachant centre par centre. En ce moment, se discute l'évolution de 3 centres dans le cadre du projet CHU et de la perspective de les recommandations d'évolution en hôpital de proximité. Vous savez que si l'option était prise d'avoir une structure d'urgence, il y a dans le droit français aujourd'hui 2 systèmes, le centre d'accueil non programmé ou le service d'urgence. De ton regard, est-ce que l'un des 3 sites justifierait un service d'urgence? Est-ce que les 2 autres justifieraient un centre d'accueil non programmé? Alors là, il va y avoir un petit spoil du coup, parce qu'effectivement, ce travail nous a inspiré pour un travail qu'on va débuter là cet été, c'est de savoir exactement ce qui se passe en termes de chiffres.
Là, on a interrogé des patients, des médecins, 90 médecins. Alors, ils nous ont dit oui, non, j'ai vécu un coma, oui, non, j'ai vécu un polytraumatisé. Donc, on voit qu'à peu près 50% des médecins disent avoir vécu une prise en charge de coma, 50% d'un polytraumatisé, mais on n'a pas de chiffres vraiment sur qu'est-ce qui se passe, où est-ce que ça se passe, quels sont les dégâts. Donc là, cet été, on va réaliser un travail de thèse de médecine générale et on va regarder exactement ce qui se passe dans les centres de santé. Donc on va faire ça sur l'année 2020, sur 1300 patients. Il y a 1300 patients qui arrivent à l'hôpital de Cayenne chaque année par les CDPS et on va regarder exactement ce qui se passe, quelles sont les urgences vitales et je pense qu'à la fin de l'année, je pourrai répondre avec des chiffres réellement. De mon vécu de tous les jours, pour moi, Mari Passoula sort du lot. Hein, ils vivent énormément d'urgences vitales, de même que Grand Santi. C'est vraiment deux centres qui, pour moi, justifieraient d'un service de soins non programmés. Et on peut se poser la question de Saint-Georges, mais qui a une route et qui permet quand même d'évacuer plus facilement les patients. Voilà. Là, au jour d'aujourd'hui, je peux pas vous répondre, mais je pense qu'on aura plus les idées plus claires en fin d'année sur un chiffrage exactement de ce qui se passe. Je voulais juste rappeler un petit peu, parce que moi j'étais médecin coordinateur il y a 15 ans des centres de santé. À l'époque, le lien avec le SAMU était très étroit, puisqu'un des médecins coordinateurs travaillait également au SAMU. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le ressenti était différent de celui qu'il y a aujourd'hui, parce que les médecins du SAMU intervenaient régulièrement dans les centres de santé à cette époque-là, ils travaillaient et il y avait un lien extrêmement étroit, puisque c'était des services partagés. Donc ça, je pense que c'est des choses qui ont beaucoup changé. Et puis la radio, on en parle depuis plus de 15 ans. Plus de 15 ans, ouais. Bon, du coup, j'ai une question aussi. Est-ce qu'on a des ressentis identiques dans d'autres endroits isolés? Par exemple, il y a des îles normandes, des centres qui sont aussi isolés. Est-ce qu'on a les ressentis identiques ailleurs en France, ouais. J'avoue que j'ai pas de données comme ça. Non, je sais pas. Okay. Je peux peut-être te répondre, l'INSEE, enfin partiellement, ou chercher l'information. Il y a un certain nombre de jeunes médecins français qu'on crée, tu dois connaître Alexis, genre la Société française des médecins exerçant en lieu isolé, où ils mélangent les terres françaises australes, les dispensaires isolés de Nouvelle-Calédonie, etc., dont notre collègue et amie Florence Niemeski fait partie, je crois qu'elle est secrétaire. Si tu me redemandes, je pourrais te faire passer les liens. Ils ont sorti leur premier bulletin qui est assez intéressant. Oui, tout à fait. C'est un nouveau collège là qui est tout récent de l'année dernière, je crois, qui effectivement va regrouper notre groupe de médecins qui finalement a un profil particulier et qui travaille un petit peu partout dans le monde sur les territoires français. Et je pense que les thématiques, les problématiques reviennent un peu partout où on travaille, à différentes échelles, dans différentes perspectives, je pense. Mais effectivement, c'est la création de ce collège-là va peut-être nous permettre de nous mettre tous en relation et de pouvoir trouver des pistes d'amélioration communes sur l'ensemble des territoires français isolés, en fait.